Bonsoir Jean-Louis Borloo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je fais les présentations. Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste. Axel Detarlé, spécialiste des questions économiques à France Info. Et Adélaïde Sulfi-Karpassik, directrice générale du pôle société de l'Institut Ipsos BVA. Je rappelle pour ceux qui nous regardent ce soir donc, que vous êtes en tête du baromètre des personnalités politiques IFOP Fiducial pour Paris Match. Vous êtes le fondateur de l'UDI, ancien ministre et ancien maire de Valenciennes. Vous avez fait un peu votre retour dans le débat politique avec un appel à tous ceux qui veulent participer au redressement du pays. Pourquoi est-ce que vous êtes sorti de votre réserve, au fond, Jean-Louis Borloo ? Parce que je suis passionné. Voilà, tout simplement. J'ai été passionnément avocat, industriel, passionnément maire de Valenciennes, passionnément dans les banlieues, les zones franches urbaines, la rénovation urbaine, les mamans isolées, les équipes de... Enfin, je suis un passionné. Je suis passionné pour la Fondation d'Énergie pour l'Afrique. Et alors, vous voyez, je suis un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que vous regardez la situation. Alors, on est le pays qui prélève le plus d'impôts à peu près en Europe. Bon, pourquoi pas. Celui qui a le plus gros déficit, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est celui dont l'ensemble des services à la population se dégrade le plus vite. C'est ce qu'on a vu dans ce reportage, d'ailleurs. Donc, attendez, si on a plus de pognon pris aux Français que les autres, qu'on a plus de déficit que les autres, et que la crise de l'hôpital, vous la connaissez, il y a 20 ans, l'hôpital était dirigé par les médecins. On a dit, c'est des nuls les médecins, on va mettre des petits hommes en gris. On a géré l'hôpital. Avant, on ouvrait des lits et on gagnait de l'argent. Maintenant, on enferme et on perd de l'argent. On est passé de 5% de infrastructure à 34%. Bon. Donc vous êtes sorti de votre réserve parce que rien ne marche. Voilà. La crise du logement. On produit 2 fois moins de logements que notre besoin. Il y a une dame au Trésor qui dit, vous savez, 230 000, ça suffit. Mais il faut dire, on est complètement dingue. On a la crise de l'agriculture, le Mercosur, tout le monde s'en fout. On a nos prisons, c'est la 13e fois qu'on est condamné, la France, par l'Union européenne pour l'État indigne. Mais sauf que la prison, c'est des gens dedans. Ils sortent. Ils vont être dans la rue demain. On a 400 000 gamins suivis par l'aide sociale à l'enfance. 87% des postes ouverts ne sont pas pourvus. On a 150 000 gamins par la PJJ. On en a 1,5 million au pied des immeubles. L'intégration républicaine. Rien ne marche, attendez, Jean-Louis Borloo. Oui, mais la justice, le SOS judiciaire du procureur et des juges d'instruction à Marseille et celui du président de la Cour de cassation. Oui, vous savez à quoi ça me fait penser ? C'est à Moscou. Un jour, j'entends putsch. Je me démerde tout de suite, je pars en avion, j'arrive à Moscou, c'est des taxis, je lui dis, je veux voir le putsch. C'était à la Maison Blanche, ça s'appelle. J'arrive, le gars me dit, mais le putsch a raté. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Parce qu'ici, rien ne marche. Bon, alors si on part de l'idée qu'on a des gens intègres qui se donnent, parce que les dirigeants français, vous les avez entendus là. Non, mais ils sont intègres. Mais le pire de ça, c'est qu'ils se donnent du mal, ils sont intègres, et en plus ils sont angoissés et eux-mêmes sont perdus. Alors, ce qu'il faut voir, c'est... Je peux vous poser une question ? Je sais que vous avez un plan. Et je vais vous interroger sur ce que vous proposez pour réorganiser d'une certaine manière la France. Je voudrais juste vous montrer une image qui montre dans quelle situation quand même politique nous sommes. Vous voyez, tous ces portraits, c'est la valse des ministres de l'éducation. Vous parliez de la jeunesse. 8 ministres de l'éducation depuis 2017. On a la même photo sur la santé. La santé, c'est un sujet capital. 10 ministres depuis 2017. L'écologie, c'est un sujet qui vous tient à cœur. 8 ministres depuis 2017. Comment est-ce qu'on peut tenir une forme de continuité dans l'action publique quand on a une valse comme ça des ministres à la tête de ces administrations ? Madame, quand une entreprise est en difficulté et qu'elle va avoir le krach financier, dites-vous que la réalité de la dégradation de commandement, d'organisation et de résultats est pire que le krach financier. En fait, c'est flatteur par rapport à la dégradation. Quand une machine ne marche pas, vous changez les gens, vous changez les équipes, vous faites de la réclame. Mais évidemment, mais fondamentalement, c'est parce qu'on refuse de voir la situation. Nous sommes dans un modèle français unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent. Vous avez des pays organisés de manière centralisée, vous avez des pays fédéraux, mais vous n'avez aucun pays qui est et les deux, et ni l'un, et ni l'autre. Parce que le cœur de la question, c'est celui-là. Vous savez, tout est une affaire fédérale. Mais oui, où on revient à un pays centralisé. Moi, je ne suis pas fédéraliste ou pas, je m'en fous. Je dis, les systèmes incohérents sont des systèmes ruineux. Nous y sommes.
inefficacité, surcoût invraisemblable. Je vous donne 2 exemples courts. À côté, là, à 300 mètres, commissariat de Boulogne. Le contrôleur des prisons, il vient voir des c'est honteux, c'est scandaleux. Il y a 15 commissariats qu'il faut. Le 20h, le ministre du moment, voilà, on va refaire, c'est parti. Très bien, le plan est fait. Bon, il faut déjà un peu de temps, mais le plan est fait. C'était il y a 18 ans. Mais comme l'État, en fait, c'est le petit joueur qui n'a pas une thune, ils vont chercher l'argent à la ville de Boulogne, qui au bout d'un moment dit « j'ai pas d'argent, mais enfin bon, je vais filer le terrain ». Très bien. On exproprie entre-temps l'épicier. Bon. Après, on va chercher l'argent chez l'agglomération des Bouches de la Seine, puis on va faire la quête au département de la Seine, puis des Hauts-de-Seine, puis on va faire la quête à la région, puis le gars qui gère les fédères, puis il y a une réunion au ministère de l'Intérieur, c'est quand même un commissariat, et ça fait 18 ans. Ça veut dire que rien ne marche, ça veut dire que plus personne ne contrôle rien, que plus personne n'a de prise sur l'action publique. Évidemment, puisqu'on a même érigé dans un concept formidable, le cache-sexe de notre pagaille généralisée s'appelle le cofinancement. C'est-à-dire, tu veux faire un truc, une piscine, un dojo, mais c'est vrai pour l'État. L'État n'a pas de thunes. Tu veux quoi que ce soit, tu vas faire la quête. Voilà. Alors là, chaque autorité, qui n'est pas une autorité, bah, il a sa règle, il a son truc. On réunit des réunionites. Ah non plus. Hier j'ai un maire, il a pris le TER. C'est le TER. Ouais. C'est le territoire éducatif rural. Ah, pour moi, c'était le train express régional. On a inventé un nouveau truc. Alors, c'est pour donner 28 000 € à un collège. Alors, on a réuni un nombre de fois incalculable. Le recteur d'académie et toute son équipe, le préfet et son équipe, la CAPM, la MSA, le conseil général. Non, mais attends. Alors, du coup, comme c'est émietté, le paritarisme, le paritarisme gère 420 milliards, beaucoup plus que l'État, dans 8 000 organismes. Bon, 1800 organismes publics, alors les collectivités. C'est ça notre problème. La démonstration, elle est implacable. Mais bien sûr que c'est ça notre problème. Alors attendez, c'est pire, parce que du coup, comme ça, il a pagaille. Alors on fait des coordinations, des comités de suivi, des comités de pilote. Attendez, c'est pas terminé. Et du coup, les mecs à Bercy, là, qui sont là, ils sont tous les mêmes. Hein, bon, eux-mêmes sont perdus. Attendez, dans quel pays on se trompe de 20 milliards, puis 40 milliards à la moitié de la collecte, hein, 40 milliards. Dans quel pays, parce qu'on a besoin de sous cette année-là, on se trompe de 50 milliards dans la valeur des autorités financières pour privatiser. Jean Borrell, vous dites l'appareil d'État ne marche plus. Vous dites l'organisation territoriale est tellement empesée qu'on a rajouté des couches et des strates au millefeuille. Aujourd'hui, on n'a plus d'argent. Vous dites on n'a plus de pognon. Non, attends, on prend beaucoup d'argent. On rajoute des niveaux de responsabilité et on n'a plus de prise. Pardon, je reviens aux Français qu'on a vus dans ce reportage, pour changer la vie des Français. Qu'est-ce que vous proposez ? C'est revenir à des choses hyper simples. Toute organisation au monde doit être organisée. On doit savoir qui fait quoi. C'est une règle assez simple. Après, c'est écrit, il y a une feuille de route et on sait qui fait quoi. Bon. Alors, vous n'avez que 2 modèles, vous n'en avez pas 10. Vous avez le modèle centralisé, vous avez le modèle fédéral. Alors, chez nous, c'est contre-intuitif, le modèle fédéral. Hein. Ça veut dire décentralisé, ça veut dire quoi, fédéral ? Mais on n'a pas décentralisé. Les marquis à Bercy, ils font toujours les directives, les arrêtés ministériels. Ça continue, les normes. Pour qu'on soit sûr de vous comprendre, quand vous parlez de fédéralisation, on va refaire un petit cours de droit constitutionnel. Ça signifie qu'on a des États à l'intérieur de l'État, typiquement, comme en Allemagne, comme aux États-Unis. Est-ce que ça, avec le principe d'unité qu'on a depuis 1791, c'est vraiment viable ? Est-ce qu'on peut pas plutôt partir sur une régionalisation ? Comment est-ce qu'on peut rationaliser en gardant les principes qui nous font finalement ? Je veux dire, pour moi, c'est très simple. Parce que les grands débats sémantiques me passionnent, mais moi, c'est la vie quotidienne qui m'intéresse. Bon, moi, je considère que l'État ait les pleins pouvoirs pour assurer vraiment la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, la recherche, les grands projets, l'avenir, les mers et les océans, tout ça me va très très bien. Et ils le font seuls, et ils le font bien, et le commissariat, il s'en occupe. Très bien. Mais pardon, tout ce qui est lié aux peines et soins, aux mamans, à l'éducation, à l'orientation des gamins, à l'écologie de proximité, les rivières, les trucs, comment tailler les... etc. Excusez-moi, je pense que si les Bretons s'occupaient de la politique du logement avec la loi alsacienne, souvent on dit oui, mais c'est l'affaiblissement de l'État. Mais c'est une plaisanterie. L'État, il n'est pas affaibli, là, dans ses fonctions régaliennes. Est-ce que Mme Mélanie, qui est dans un État fédéral, n'a pas d'autorité, y compris internationale ? Est-ce que Trump est un garçon empêtré dans un pays fédéral ? Jean-Louis Borloo, est-ce que vous êtes seul ? Est empêtrée ? Est-ce que l'Espagne est empêtrée ? Non, mais tout ça. Jean-Louis Borloo, est-ce que vous êtes seul ?
à défendre cela. Qu'on clarifie les règles du jeu. Mais je vais vous dire, parce que le deuxième avantage, il n'est pas que fiscal, c'est l'OCDE qui dit que c'est 90 milliards de notre déperdition. Mais c'est surtout l'inefficacité. Personne n'y comprend rien. C'est imbitable. Est-ce que vous êtes seul à défendre cela? Qu'est-ce que vous allez faire de cette proposition, à part la livrer ce soir devant nous? Alors, vous savez, qu'est-ce que vous en faites? Je vais vous dire ce que je crois. D'abord, quand une idée est juste, il n'y a pas un individu qui y pense. Bon, et moi, ce que je constate, parce que j'ai été reçu par les 2000 patrons d'intercommunal à Lyon, j'étais à 100%. L'autre jour, j'étais dans l'Aveyron, tout le monde est à 100%. J'ai fait la tournée de tous les grands syndicats, de toutes les grandes... Ils sont partants avec vous. Mais pas avec moi, ils vont le faire. Mais, et vous allez libérer les énergies à une vitesse folle, parce que notre désorganisation emmène le contrôle, l'inspection. On est devenu la République des inspecteurs, des contrôleurs partout. On a même une commission de surveillance des sondages. Enfin, on est complètement dingue. Donc il faut revenir à la confiance. Non, mais il faut revenir. Donc vous faites quoi? Vous faites un parti politique? Non, parce qu'il faut que tout le monde s'y mette. Alors? Comment ça alors? Alors qu'est-ce que vous en faites de ça? Je vais vous dire. Quand une idée juste, elle s'impose. Vous savez, vous vous souvenez de Solidarność en Pologne? C'était à la fin des grèves. Sauf que pendant les grèves, les ouvriers, les agriculteurs, les catholiques, les laïcs, on avait plein le dos. Ils voulaient respirer. Donc moi, je suis pour faire tomber... Eux, ils ont fait tomber le mur de Berlin. Moi, je veux faire tomber le mur de Bercy. Je veux plus de cette société de la méfiance et du contrôle. Et vous lancez un appel aux bonnes volontés ce soir? Eh bien, oui, absolument. Et je veux dire quelque chose, ça va être une épopée. Parce que nous, on ne sait jamais s'adapter, les Français. Ça ne veut pas dire que vous êtes candidat à la présidentielle. Mais bien sûr que non. Non, mais je pose la question. Moi, je pense que je peux faire le tiers de confiance. Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont un tout petit peu confiance en moi. Bon. Voilà. C'est dit. On va se poser la question avec Adélaïde de ce que pensent les Français dans ce moment politique un peu confus. Est-ce que les Français sont défavorables à une nouvelle dissolution, par exemple? Vous m'auriez posé la question il y a quelques jours, quelques semaines, je vous aurais dit, j'aurais apporté une réponse différente, mais on a réalisé une enquête Ipsos BVA, saisie école d'ingénieurs pour RTL, juste après la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, donc après l'annonce d'une possible suspension de la réforme des retraites qui change la donne. Et les Français, dans ce contexte-là, sont une majorité relative, mais une majorité tout de même, à s'opposer à une dissolution. Et 34% à y être favorables, avec des différences assez notables en fonction des électorats. C'est-à-dire que vous avez des sympathisants RN en particulier, LFI également, qui sont davantage favorables à une dissolution, là où tous les autres y sont opposés. Favorables ou pas à la démission? On a parlé tout à l'heure avec Édouard Philippe d'une démission anticipée du président de la République. Qu'est-ce qu'ils disent les Français? Là, c'est différent. Ils sont 6 sur 10 à souhaiter la démission du président de la République, d'après cette même enquête qui a été réalisée encore une fois après la déclaration de politique générale. 2 raisons à cela. Le fait que Emmanuel Macron est jugé responsable principalement de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est lui qui emporte la principale responsabilité, même s'il n'est pas le seul. Autre élément, il est le président. Il a atteint son record d'impopularité. Et dans ce contexte, donc 6 Français sur 10 souhaitent sa démission, avec là aussi derrière ce chiffre d'ensemble des disparités assez nettes entre, bien évidemment, son socle électoral, les sympathisants de Renaissance qui s'y opposent, des sympathisants du Rassemblement national qui sont très fortement favorables, plus de 8 sur 10, sympathisants la France Insoumise également, et des sympathisants tant LR que PS qui sont un peu plus embêtés. Ils sont tout juste 1 sur 2 à souhaiter cette démission. Pourquoi? Sans doute parce que, contrairement aux sympathisants du RN et de LFI, ils savent qu'en cas de présidentielle anticipée, ils n'ont pas de chef de file tout désigné, ils ne sont pas en ordre de bataille et donc ils sont plus prudents par rapport à cette éventualité. Rapidement, est-ce que c'est le président qui est le président le plus impopulaire depuis 1995? Alors ce n'est pas Emmanuel Macron. Il se rapproche du record d'impopularité qui est détenu pour l'instant par François Hollande, avec 83% d'opinions défavorables en septembre 2014. Emmanuel Macron est à 79%. En revanche, petite précision quand même, il faut avoir en tête que tous les deux ont un point commun. Ils sont les 2 seuls présidents qui se sont installés très vite, c'est-à-dire 3 mois après leur élection, dans une impopularité durable. Ils sont impopulaires depuis le début de leur mandat, l'un comme l'autre, ce qui n'était pas le cas de leur prédécesseur. Nicolas Sarkozy est resté populaire pendant 8 mois après son élection. Et avant eux, François Mitterrand, Jacques Chirac, sur toute la durée de leurs 2 mandats respectifs, ont été davantage populaires qu'impopulaires. Donc il y a quelque chose qui est vraiment très propre, avec des différences entre François Hollande et Emmanuel Macron. François Hollande, une impopularité qui est d'abord politique et idéologique, il s'est mis à dos la gauche.
Emmanuel Macron, une impopularité, je vais finir de répondre à votre question, une impopularité qui repose sur des raisons politiques, mais aussi beaucoup sur sa personne, qui cristallise cette impopularité, il suscite du rejet, voire de la détestation, et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas le record, mais il pourrait l'atteindre d'ici la fin de son mandat. Jean-Louis Borloo, est-ce que vous pensez qu'il faut une élection anticipée, une dissolution pour sortir de cette crise? Est-ce que vous croyez toujours qu'un homme seul, un président, peut régler les problèmes qu'on a évoqués? Je pense qu'on ne réforme pas la France parce que tout est concentré et que l'État s'occupe de tout. Et donc l'élection devient un truc virtuel, le meilleur à la télé, quoi. Bon. Donc, non, mais si on avait la grande puissance, je voudrais juste dire un mot. Non, sur la présidentielle. Vous savez qu'il y a 900 personnes qui peuvent décider demain matin de rentrer dans une république fédérale à la française. C'est les 900 parlementaires. Bon. En 3 mois, on peut faire ce choc de confiance et de rôle. Deuxième sujet, donc un mot, c'est ma passion. Je lance aussi la coalition pour la jeunesse de France. On ne peut pas la laisser dans cet état-là. Elle est désespérée, elle est désespérante. On est fou. Il faut absolument... On a le deuxième volet, c'est les clubs de sport qui sont extraordinaires, les clubs de culture, de musique. Il faut que les gamins de France trouvent leur talent. Merci de parler de la jeunesse. Après 15h, le comité olympique est pour. Allons-y. Merci de parler de la jeunesse, parce que c'est vrai qu'on a passé la première partie de cette émission à parler des retraites. Et c'était un appel que vous lancez ce soir. Merci d'être venu sur ce plateau.